Mon rôle chez Vision Globale, je suis VP des services aux producteurs. Alors, c'est très, très large. Ça comprend tous les services de Vision Globale, étant les services photochimiques de laboratoire, toute la finition vidéo et film, des longs métrages, courts métrages, documentaires, etc. Ça comprend aussi les services de post-production sonore. Alors, le son a autant d'importance que l'image, comme de raison. Et aussi les services d'effets visuels. Alors, on sait que dans 99 des longs métrages, il y a maintenant des effets visuels. Parfait. Ma responsabilité, c'est de m'assurer de répondre aux besoins des clients et de les amener dans les opérations afin qu'on soit en mesure de livrer les produits, que ce soit à l'échelle internationale ou locale, pour la télévision ou pour le cinéma. Bien, ce qui est le plus important, comme de raison, c'est de répondre à leurs besoins. Et pour ça, on doit prendre le temps vraiment de les questionner par rapport... en fait, ma première question, c'est quel est le produit final? Où est destiné ce produit-là? Est-ce que c'est pour le grand écran? Est-ce qu'on s'en va en projection 35 mm? Est-ce qu'on s'en va en projection numérique? Est-ce que ce produit-là va être distribué à l'échelle internationale ou seulement en Amérique du Nord ou localement, ici à Montréal? En fait, il y a une multitude de questions pour s'assurer qu'on puisse s'assurer qu'ils répondent aux qualités puis aux normes internationales. Alors, il faut rencontrer des normes de qualité. Et pour ça, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, le médium de captation va avoir un impact énorme sur le produit final. Et non seulement le médium de captation, mais toute la chaîne qui suit. Alors, toute la chaîne de post-production. Est-ce qu'on travaille dans un milieu compressé, non compressé? Est-ce qu'on travaille en... Et je vais vous lancer des chiffres. Est-ce qu'on travaille en résolution HD? Est-ce qu'on travaille en 2K? Est-ce qu'on travaille en 4K? Alors, il y a une multitude de choses à regarder. Mais comme de raison, la première question, c'est quel est le produit final et où est destiné ce produit-là? Il y a plusieurs années, c'était simple. On tournait en Super 16, en 16 mm, en 35 mm. Et puis la chaîne de post-production était relativement simple, malgré que c'est jamais simple de travailler dans du photochimique, c'est-à-dire avec de la pellicule, puis dans un laboratoire photochimique. Mais aujourd'hui, les choix sont incroyables. Alors, ça prend d'excellents techniciens pour être capable de sécuriser ces clients-là. Alors, la première chose qu'on fait, en termes de chez Vision Globale et moi dans mon rôle, c'est vraiment de regarder l'ensemble du projet. Et une fois qu'on a une bonne idée des besoins du client, on va préparer une évaluation de coût qui identifie toutes les étapes de post-production, c'est-à-dire à partir de la prise en charge du client à la première étape qui est au niveau de la captation, le montage non linéaire, le montage linéaire et toutes les étapes qui s'en suivent pour aller jusqu'à une copie 35 mm s'il le faut. Alors, on fait une première évaluation de coût qui identifie en détail toutes ces étapes-là. Et une fois qu'on a fait ça, moi, c'est absolument nécessaire de convoquer une rencontre avec l'équipe technique. Alors, chez nous, on a des conseillers techniques à toutes les étapes, c'est-à-dire autant au niveau de la vidéo que du son que des effets. Alors, on va regrouper ces gens-là avec l'équipe du producteur, c'est-à-dire les personnes les plus importantes, entre guillemets, au niveau de la post-prod, c'est, comme de raison, le directeur photo. Alors, le directeur photo, c'est bien important de s'assurer qu'on prend contact avec lui pour s'assurer qu'au niveau de la captation, que tous les ajustements de caméra vont répondre aux besoins de la post-prod. Ça va prendre un preneur de son, comme de raison, et ça va prendre possiblement un directeur de post-prod. Alors, c'est un conseiller technique qui est embauché par le producteur qui va s'assurer de respecter les calendriers, respecter les coûts qu'on a identifiés dans l'évaluation de coûts et qui va aussi marier toute l'image et le son. Parce qu'à un moment donné, il faut... souvent, on traite le son et l'image en parallèle.
Alors, il faut s'assurer d'éventuellement de tout marier ça. Alors, ça prend un directeur de post-prod qui s'assure d'arrimer tout ça à l'intérieur des calendriers et des budgets. Le directeur de post-prod, sur une base quotidienne, va regarder les rapports de transfert ou les rapports de contrôle de la qualité, ce tournant ruban, va s'assurer de la circulation des éléments. Il faut envoyer des affaires sur le plateau, qui visionne les roches, où est la salle de montage, s'assurer qu'on commence à numériser. Souvent, le monteur aime ça, suivre le plateau pas trop en retard pour pouvoir tout de suite lever le petit drapeau et dire « Hi, on a mal couvert telle scène, là, je ne pourrais pas faire des miracles avec ça. » Donc ça, c'est pendant le tournage. Déjà, pendant le tournage, moi, je commence à préparer ma post-prod parce que déjà, je connais mes dates de livraison, je connais mes disponibilités de certaines personnes. Je sais déjà un peu vers où je m'en vais sur mon projet. Que le projet dure 6 mois ou 9 ou 10 mois, je le sais déjà. À la fin du tournage, bien, je me concentre un petit peu plus sur le pré-montage, suivi du pré-montage. Tant et aussi longtemps que le pré-montage n'est pas terminé, bien, on suit le pré-montage, on s'assure que le monteur a tout ce qu'il a besoin. Des choses aussi simples que de s'assurer que le monteur sait combien de logos il faut qu'il insère au début, combien de cartons il risque d'y avoir. Faut-tu mettre un carton des investisseurs au début du film ou à la fin? C'est parce que si tu ne l'as pas prévu dans ton montage, bien, quand tu vas arriver au son, de demander au mixeur de commencer à déplacer toute sa session Pro Tools, c'est pas simple. En montage offline, c'est des opérations qui prennent 2 secondes. Si tu les oublies, bien, quand tu arrives plus tard dans la chaîne, c'est des opérations qui vont coûter beaucoup plus cher parce que tu demandes à tout le monde de faire du pré-montage dans des salles de mix ou des salles de finition de couleurs. Donc, moi, ça, c'est la suite de mes étapes. Je suis donc le pré-montage. Je m'assure que déjà le film est formaté, que déjà, ou si c'est de la télévision aussi, il y a un format maintenant. Tu ne sors pas n'importe quoi. Donc, tout ça là est prêt. Une fois qu'on a une image barrée, bien là, évidemment, là, c'est vrai que mon vrai travail commence. Habituellement, la première chose que tu fais, c'est de produire un transcript, des dialogues qui va permettre de commencer la post-production sonore avec l'évaluation des dialogues, avec un sound spotting, avec une évaluation de la musique, une évaluation du bruitage, conception sonore, tout ça. Ça, c'est au côté du son. C'est tout à suivre aussi parce qu'il faut quand même que ces choses-là se fassent. Puis au côté de l'image, bien, commence tranquillement, dépendamment du genre de travail qu'on fait, soit numérisation si on est en film, soit juste conforme HD si on est en vidéo. C'est bien important, à titre de producteur, de bien suivre ces étapes et de bien connaître ces étapes. Alors, parce qu'on est contraint à des budgets, et ça, c'est la réalité de tout le monde, et je ne connais pas un projet depuis les X dernières années où, en fait, c'est une priorité et c'est le rôle du producteur de s'assurer qu'on va respecter les budgets. Alors, si on a identifié au tournage qu'on tournait, mettons, 20 jours de tournage, puis qu'on tournait 120 minutes de matériel par jour, bien, c'est pas 160 minutes. Si c'est 160 minutes, bien, c'est une augmentation de coût de l'ordre de 30 à 40 et bien, au bout de la ligne, ça fait des dépenses additionnelles et c'est pas nécessairement ça dans les budgets. Alors, mon rôle, c'est de bien budgéter toutes les étapes et le rôle du producteur, c'est de bien s'assurer de suivre ces étapes-là. Alors, la notion technique, elle est importante. Si on n'a pas toute la maîtrise de ces notions techniques-là, parce que c'est quand même, tu ne peux pas tout maîtriser, bien, tu t'entoures de gens compétents pour t'assurer de livrer le produit à l'intérieur des coûts. Et alors, le rôle du directeur de post-production est quand même assez important dans tout ça. Avec la révolution numérique, je trouve que c'est devenu un premier assistant réalisateur en post-prod. Parce qu'on ne peut pas demander et aux réalisateurs et aux producteurs et aux gens impliqués dans le processus créatif de connaître tout ce qui change dans les technologies et ça change très, très vite de nos jours. Donc, ça prend quelqu'un qui joue un peu ce rôle-là de buffer ou initiateur aux nouvelles technologies. Et je trouve que c'est le rôle du directeur de post-prod. Puis on a un rôle multiple parce que d'une part, oui, on est un genre de premier assistant réalisateur, mais j'ai aussi la responsabilité de gérer un budget qui m'est donné par mon producteur,
qui est sa capacité à payer pour finir son film. J'ai aussi la responsabilité de suivre son horaire. Parce qu'à la fin, il y a un distributeur, que tu fasses un court, un moyen ou un long métrage ou de la télévision, il y a quelqu'un quelque part qui attend ton produit à une date. Oui, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'attend à cette date-là, ton producteur, lui, il faut qu'il livre à une date pour pouvoir régler ses crédits d'impôt et des choses comme ça. Donc, il y a toujours un aspect aussi de gestion de calendrier. Et évidemment, il faut gérer l'équipe et s'assurer que les opérations qui doivent se passer du son à l'image, de l'image au son, ou même entre les divers intervenants du son ou de l'image se fassent d'une façon agréable pour tout le monde. Fait que c'est un rôle un peu hybride. Il faut que tu sois l'ami du réalisateur, mais en même temps, il faut que tu sois le chien de garde du producteur, puis en même temps, il faut aussi que tu t'assures que les sous-traitants travaillent dans le budget, dans le calendrier, puis la plupart du temps, on essaie de travailler aussi dans la bonne humeur, parce que le milieu étant déjà assez stressé, on n'a pas besoin de s'en rajouter personnellement entre nous. C'est un petit peu comme ça que je vois mon rôle, moi, présentement. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la post-production en 97, les directeurs de post-prod étaient beaucoup plus des spécialistes d'horaires et En fin de compte, tu faisais des horaires puis tu livrais des shows et c'était lié, entre autres, au fait que dans les formats d'acquisition, et puis on ne remonte pas longtemps, on remonte 10-12 ans, et il y avait du 16 mm, du 35 et à peine le début de la Betacam numérique. On ne parle même pas de HD à 30 images secondes. On était à peine. Donc, tu avais 3 formats d'acquisition. C'était des belles années, entre autres, pour notre télévision. Blanche, Omerta, je veux dire, on produisait énormément. Le directeur de post-prod avait plus un rôle de gestionnaire de calendrier, d'horaire puis de livreur. Il fallait que tu livres. Maintenant qu'il y a tellement de procédés possibles pour acquérir, il y en a un petit peu moins pour sortir, parce que veux pas, si tu es en vidéo, tu sors en vidéo, puis si tu es en film, tu sors en film. Tu as 2 voies. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres possibilités, mais il y a beaucoup de possibilités d'acquisition. Maintenant que tu as tout ça, je trouve que le rôle d'un directeur de post-production devient un peu plus grand et devient plus important, justement comme un support à la réalisation et à la production, support qui, moi, j'essaye de faire en sorte qu'il arrive le plus tôt possible dans la pré-production, pour que, justement, certaines décisions qui vont être prises puissent être réalisables à la fin.